Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume et on analyse les émissions phares de la WWE. Et pas seulement, on parle catch pendant une petite heure. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Elimination Chamber de la WWE qui avait lieu le 21 février. Toujours au Tropicana Field Center, toujours à Saint-Petersburg en Floride. Le Thunderdome, comme on appelle ça. La chambre d'élimination. Pour m'accompagner dans cette analyse, dans cette review, l'inénarrable Raphaël. Comment vas-tu, Raphaël ? Salut Ringside, écoute, ça va bien, et puis ça tombe bien, hein, puisqu'on était là pour le dernier SmackDown avant l'Elimination Chamber, on a donné nos pronos, et voilà, on est les mieux placés pour voir si on a eu bon ou pas. C'est parti, suspense. C'est ça, on va faire le point, le bilan, l'inexcusable bilan, l'impardonnable bilan. On va voir si on a été bon ou si on a été mauvais dans ces pronos pour cette Elimination Chamber qui était pas très provisionné. Il n'y avait pas beaucoup de matchs. Non. Et surtout, il y en a un qui a disparu de la carte. Alors, on va pas tourner autour du pot. On n'a pas vu le pré-show, hein, que ce soit toi, Raph, ou moi. Pourtant, il y a eu de l'action, puisque Keith Lee, qui devait qui devait participer au match pour le titre US face à Bobby Lashley et Riddle, il doit être toujours malade, je pense, Keith Lee. Alors j'espère qu'il va bien. Mais en tout cas, il n'a pas pu participer. Donc, ils ont décidé d'organiser un match Fatal 4-Way pour déterminer un nouvel entrant dans ce Triple Threat pour le titre des USA. Et donc, Elias, Ricochet, Mustafa Ali et John Morrison s'affrontent pour pouvoir intégrer le Triple Threat du pay-per-view. Et alors, on aura un petit résumé pendant l'Elimination Chamber. Et c'est la victoire donc de Mustafa Ali. N'importe quoi, une victoire de Mustafa Ali. C'est pas du tout crédible. Ça, c'est pas avant 2022. Non, c'est bien John Morrison. C'est pas beaucoup plus crédible, mais bon, c'est bien John Morrison qui s'en tire justement en faisant un petit paquet sur Mustafa Ali qui était un petit peu distrait par ce qui se passait à l'extérieur, c'est-à-dire Elias qui était en train de taper sur la gueule de Ricochet. Ricochet qui avait commencé le match en attaquant très fort Mustafa Ali, mais tout ça n'a pas payé. Donc Jomo en lice pour le titre US. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais dire, a priori, il y a eu aussi tous ses copains de Retribution qui sont intervenus, un peu, qui étaient au bord du ring, mais visiblement, c'est pas gagnant. Hein. Même en ayant 2-3 Golgoth à côté, Mustafa Ali, il n'y arrive pas. Non, effectivement, t'as raison. Nouvelle surprise de Keith Lee, qui a raté le Rumble, qui rate l'Elimination Chamber. Vu tout ce qu'on nous a dit, supposé, espéré, imaginé ces derniers mois en coulisses sur tout le programme qui aurait pu l'attendre dans cette road, on se dit qu'il doit y avoir des ajustements là de dernière minute qui se sont faits parce que c'est un absent quand même de taille, au sens propre comme au figuré. Ouais, effectivement, on était sur le gros projet Keith Lee. On peut dire du coup que les pronos pour le titre US sont nuls et non avenus. Hein, oui, non, c'est pas notre faute. On est d'accord. Si on n'a pas été bon dessus, c'est pas du tout grave d'ailleurs. Voilà, on peut considérer même qu'on a eu juste. On nous donne le point, ouais. Sur le prono, on nous donne le point effectivement. Donc, apparemment le match avait pas l'air d'être trop dégueu, mais comme on l'a pas vu, on pourra pas vous en dire plus. Dites-nous en plus en commentaire. Voilà, dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé de ce match de pré-show, qui est toujours dispo sur YouTube. Si vous allez sur le pré-show de l'Elimination Chamber, c'est gratos. Et donc la surprise, John Morrison, qui intègre le truc, pourquoi pas. C'est pas le plus manchot de tous. Voilà, à part Ilaya, je pense qu'on aurait été content de voir que ce soit Ricochet ou Mustafa Ali. Moi, j'aurais bien aimé voir Mustafa Ali un petit peu tirer son épingle du jeu, mais évidemment, c'est pas pour tout de suite. Non. On abandonne aussi un match qui opposait Asuka à Lacey Evans. Il n'aura pas lieu ce soir puisque Lacey Evans est enceinte et qu'on s'interroge toujours sur l'identité du père. Faut pas négliger peut-être
Ric Flair, mais on sait pas, qu'effectivement parlant. Alors Et ça, je trouve ça très bizarre. Je pense qu'ils avaient aucun plan, de secours mmh, et à notre regret, hein, puisque dans la dernière analyse, on se prenait à rêver d'un remplacement par, Charlotte. Moi, j'avais dit peut-être Becky Lynch et ah, heu et je pense qu'en fait, pour moi, c'est très bizarre. Comme ils avaient pas de plan de remplacement, ils ont annulé au dernier moment pour justifier le fait qu'il y ait pas eu le temps de faire un remplacement. Enfin, pour moi, c'est un peu bizarre. Ils ont annulé le match, la veille, alors qu'on savait qu'elle était enceinte depuis une semaine. C'est comme si être enceinte, c'était avoir le covid. C'était: «Ah merde, elle est toujours enceinte». Bon, bah, du coup, oui, mais pas est-ce fait de fausse couche, pendant les 2 jours. ouais, non, c'est bizarre. Mais, C'est horrible. petite déception, qu'ils aient pas réussi à mieux, nous prévoir une rechange parce que, bah, c'est ce titre, d'Asuka, hein, s'il est pas très défendu, souvent, donc c'est un peu dommage. Ouais, bah, écoute, tu as bien raison de souligner ce fait parce que j'allais passer ça un petit peu rapidement, lancer dans ma foulée un peu de vous raconter les choses. Mais c'est vrai qu'on peut se poser 5 minutes pour analyser ça et c'est un putain de scandale, hein, pour parler vulgairement, mais laisser, voilà, annuler un match comme ça, sans donner de justification, sans essayer de créer une histoire, qui tient la route, sans en profiter pour rebondir. La WWE nous a pas habitués à ça. Alors, est-ce que c'est encore un des problèmes du Covid qui fait qu'ils peuvent pas non plus appeler n'importe qui à la rescousse? Oui, Maintenant, il y a du monde, il y en a, hein, quand même, pour, ouais, on juste parlait de Peyton Royce, ouais. ouais, tout simplement Peyton Royce, ou n'importe qui, je veux dire, il y a des femmes en réserve, hein. On aurait pu faire un triple threat, on aurait pu faire n'importe quoi, mais on va voir que ce soir, effectivement, niveau scénarisation, Mmh. il y a du laisser aller, hein. On en tirera les conclusions un peu plus tard quand on aura fini la review, mais ça, c'est le premier point noir de la soirée. Alors voilà, pour, l'absence de Keith Lee, on arrive à monter un fatal 4 way, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, pour quand même le championnat féminin de Raw, aucun effort, quoi. Oui, surtout qu'à mon avis, c'était plus facilement prévisible, je Ouais, reviens sur le tout sujet, à fait, encore une fois, ouais. que celui de Keith Lee parce qu'on a tous vu à Raw, Lacey Evans, elle a dit, «Je suis enceinte» et elle a pas catché et Mmh. donc forcément, ça allait pas s'arranger en 6 jours, mais elle aurait par contre, je pense que voilà, elle est en tout début de grossesse, elle aurait très bien pu venir, ne serait-ce que venir là, Mmh. prendre le micro et nous dire: «Voilà, machin, tout ça, je suis enceinte», un peu comme avait fait Becky Lynch, voilà, nouvelle vie, nouvelles aventures et cetera et je sais pas, ils auraient pu nous bidouiller un truc de 5 minutes, je suis assez déçu. Ouais, ouais et encore pas du coup, pas de mise en avant d'Asuka, qui est quand même la Non, championne et qui est reléguée au second plan depuis un bon moment. Donc clairement. ça, c'est triste à mort. Mmh. C'est triste à mort comme disent les jeunes. Bon, on va quand même rentrer dans le vif du sujet, de toute façon, on va en avoir des choses à dire. On démarre direct avec l'Elimination Chamber de SmackDown, qui voit s'affronter Daniel Bryan, Cesaro, Jey Uso, Kevin Owens, Sami Zayn et le roi Corbin. Ils s'affrontent pour avoir un title shot contre Roman Reigns, title shot qui aura lieu, le soir même. Donc Oui. c'est un cadeau empoisonné, hein, puisque au sortir d'un Elimination Chamber, aller affronter Roman Reigns, le champion, c'est quand même une drôle d'histoire. C'est toujours mieux que rien, on dira, mais bon, C'est ça, c'est 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 toujours mieux que rien, voilà, bah, c'est tout ce que nous laisse, Roman Reigns à l'heure actuelle. ouais, Alors Sami Zayn, va rentrer dans sa cage et on va faire partir son staff de réalisateurs et de caméramans, hein, qui le ouais. suit toujours pour son documentaire, mais ils n'auront pas le droit de rester. Et c'est Daniel Bryan et Cesaro qui démarrent le match face à face. Donc ça va catcher, assez, de manière assez classe, hein, toujours entre Cesaro et Daniel Bryan, jusqu'à ce que le baron Corbin fasse son entrée. Ouais, Et là, ça va taper, assez fort, hein. Démonstration de force de Corbin. Il y a une petite séquence sympa où ils vont jouer avec les diagonales là, Daniel Bryan qui va partir pour ses drop kicks dans le coin du ring. Ça va enchaîner sur Cesaro qui part pour ses uppercuts là et hein, il va contrer Bryan, dans sa lancée et puis lui s'est lancé lui-même pour faire des uppercuts là d'un côté comme de l'autre et finalement ils vont se faire cueillir par le Big Six du roi Corbin. Jolie petite séquence. Ensuite,
c'est Sami Zayn qui rentre. Mais il va pas. Il y a Baron Corbin qui vient pour l'accueillir en quelque sorte. Mais alors Sami Zayn va fermer la porte. Il va rester caché derrière. Mais je sais plus qui c'est qui arrive par derrière parce que l'autre côté est ouvert en fait. Il y a 2 entrées. Oui, j'ai Donc l'impression que c'est c'est nouveau de- ça dans la cage. ouais, elle a changé un petit peu de forme, hein, la cage par rapport aux autres années. Moi, ce que je trouve triste, c'est qu'il y a des tapis au sol là où il y avait les grilles avant. Ouais. Du coup, c'est beaucoup moins impressionnant qu'avant. Et donc maintenant, vous avez 2 entrées, c'est-à-dire c'est un carré comme ça, la cage, et vous avez 2 portes coulissantes, d'un côté comme de l'autre. Donc d'un côté, il était protégé par la porte pour faire face à Corbin, mais il voit pas arriver derrière lui Daniel Bryan qui vient d'attaquer. Et ainsi donc continue le match. Hein, bon, c'est assez joli hein, ce qui se passe. Il y a Kevin Owens qui débarque. Donc ça va continuer à se foutre sur la gueule. Je crois que le premier sorti, c'est le Baron, Exact. qui est éliminé par un sharpshooter de Cesaro. Je crois que c'est même avant l'entrée de Kevin Owens. C'est possible, oui. Ouais. Et donc après, bon, c'est un peu le Kevin Owens show pendant un bon moment. Ouais. Ensuite, il y a Jey Uso qui débarque. Ça va se fighter sec. Que je dise pas de bêtises, parce que j'ai pris aucune note. Qui c'est qui part après c'est Kevin Owens, hein, je crois, qui finit par se prendre un splash de. Ah oui, non, il se fait coincer le bras dans la porte. Alors, il doit y avoir Sami Zayn qui sort. Sami Zayn qui se fait d'abord. Ouais, Sami Zayn s'est fait éliminer sur il se prend un un stunner, hein, je crois. Ouais, stunner. C'est ça, hein, ou je dis des bêtises. Peut-être. Oula, on n'est pas bon, on n'a pas bien préparé. Mais oui, On n'a Sami pas Zayn bien. s'en va. Ouais, Sami Zayn se prend un stunner, il se fait éliminer par Kevin Owens. Kevin Owens va suivre un petit peu Sami Zayn dehors et là, il se fait coincer le bras dans la porte d'entrée de la cage qui était ouverte pour laisser passer Zayn. Hein. Et Jey Uso va en profiter pour lui asséner aux 5 ou 6 super kicks, je pense, dans la face. Oui, au moins, oui. C'est ça, hein. Et après le faire rentrer dans le ring, il va continuer à s'acharner sur lui jusqu'à réussir à placer son splash. Et Kevin Owens ne se relèvera pas. Alors après, comment que ça se danse? Il y a Cesaro, je crois, qui finit par se faire éliminer. Et on termine par Jey Uso contre Daniel Bryan. Ouais. Et Daniel Bryan va mettre son super coup de genou dans la face de Jey Uso. Encore une fois, mal filmé, mais bon. Mal filmé, ouais. Ouais, pas terrible, ils n'arrivent pas trop à le filmer, ce truc-là. J'essaie de réfléchir comment... parce que Cesaro, il se fait éliminer un peu facilement quand même. Hein, je crois qu'il sort sur un splash aussi, hein, Jey Uso. Splash aussi de Jey Uso, hein. Donc, bon. Donc, c'est bien Daniel Bryan qui gagne le match. Hein. Il est à bout de force. Hein. Et c'est là que débarque Roman Reigns. Roman Reigns, lui, il est au top de sa forme. Donc le match va pas durer longtemps, hein, parce que c'est tout de suite le match pour le championnat universel. Daniel Bryan, il va contrer quand même Roman Reigns qui se jette sur lui pour un spear. Il va lui choper le bras et le placer en yes lock. Mais Roman Reigns va réussir à s'en sortir et il va commencer à le tabasser à coups de coude, à coups de poing. Et après, il va placer sa guillotine. Le pauvre Daniel Bryan ne s'en sortira pas. Roman Reigns est triomphant. Daniel Bryan a gagné, mais ça sert à rien. Et finalement, la surprise de la soirée, Edge qui vient placer un spear out of nowhere sur Roman Reigns. Et il le surplombe. Hein, il pointe du doigt le signe de WrestleMania. On aura compris que Edge a choisi Roman Reigns. Il a fait son choix pour WrestleMania. Et il met les points sur les i là, hein, avec ce gros spear là. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, mon bon Raph?
Plein de choses, hein, parce qu'en Elimination Chamber, mine de rien, il se passe plein de choses. C'est ça. Alors, déjà, j'étais naïf, je n'avais pas prévu le coup. On va parler plus tard de ce qui s'est passé. Très, très étonné de commencer par ça, parce que je me dis, pour moi, c'était le main event, en fait. Ça allait Ouais. être. C'est d'ailleurs ce qu'il nous dit, Roman Reigns, c'est lui qui fait le main event. Et là, il fait le deuxième match de la soirée. C'est ça. Pas très cohérent. Et très, très étonné. Alors, je me suis même dit, tiens, et s'il faisait ce match-là en opener, mais le match contre Roman Reigns plus tard, genre en main event, pour donner un peu plus de chance au vainqueur de l'Elimination Chamber. Mais ça collait pas trop à la gimmick de Reigns qui est censé être le patron du show et tout. Donc finalement, ils ont fait ce qui était le plus logique en termes de scénario, c'est-à-dire enchaîner les deux matchs. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne cage, une bonne. Corbin a eu la grande politesse de sortir assez vite après avoir fait quelques big moves. Et là, on a eu un très beau carré puisqu'il sort avant que Jey Uso rentre de mémoire. Donc effectivement, là, on a Kevin Owens, Sami Zayn, Cesaro, Daniel Bryan sur le ring. 5 stars. On a eu de très beaux échanges. On a eu quand même un Cesaro très très en vue, j'ai trouvé, mais qui sort comme au Rumble, un petit peu petitement. On a eu un Kevin Owens très très en vue et qui pour le coup sort de la manière la plus impressionnante. Je trouve cette élimination la plus forte en émotion parce que ouais, Jey Uso là quand il lui coince le bras et qu'il lui fait super kick, super kick, super kick et le Kevin Owens qui a bout de force, ça c'était très beau. Et au final, on a un vainqueur un peu pas terrible. Hein. Moi, Daniel Bryan m'a pas beaucoup impressionné dans cette cage. Et surtout, on en avait discuté lors de l'analyse de SmackDown. Pour moi, il nous préparait un truc, la WWE, quoi. C'était pas possible. Le mec, il gagne un title shot après une Elimination Chamber et il a le match direct. C'est évident, il va se faire défoncer. Je dis, il va y avoir quelque chose. Il a aucune chance. Il va y avoir un retour surprise. Il va y avoir un. Eh ben non. Donc en fait, il s'est passé exactement ce à quoi on s'attendait. Le gagnant gagne. Il est tout fatigué. Roman Reigns arrive, il lui fout 2-3 pains. Il lui fout la guillotine et il gagne. Bon. Et après, alors pour sauver un peu le segment, on a Edge qui choisit Roman Reigns. Mais là aussi, j'avais plus trop de suspense sur ces dernières semaines. Donc, je trouve que la qualité in-ring a été largement là. Mais pour au final déboucher sur quoi ? Pas grand-chose, je trouve. Alors j'espère que Cesaro va rester bien en vue les prochaines semaines, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Kevin Owens, je sais pas trop sur quoi il peut enchaîner, parce que là, ça va être un peu compliqué. Bryan, voilà, first contender pendant 3 minutes. Ouais. Et puis finalement, de toute façon, on sait que ça sera Edge, le prochain adversaire de Roman Reigns, donc tous ces mecs-là, ils vont être hors de la title picture pendant un moment. Ouais, assez étonné, mais pas forcément bien, un peu surpris, déçu par cette absence finale, surpris par l'absence de surprise au final. Bon, le match m'a bien plu. Sami Zayn aussi a été très bon, j'ai trouvé. Donc tout le monde sait catcher, tout le monde a bien catché, mais bon, au final, est-ce qu'on s'en souviendra beaucoup de tout ça ? Je sais pas, je suis pas sûr. Ouais, c'est quand même, ça reste quand même une déception. Alors, le match en lui-même est effectivement, comme tu dis, vachement bien. Je peux reparler par exemple de Sami Zayn qui essaye de faire une alliance avec Kevin Owens quand Kevin Owens rentre dans le truc. Et puis évidemment, Kevin Owens lui fait croire avant de se retourner contre lui et de l'exploser contre un des pods, une des cages. C'était excellemment joué par Sami Zayn. En plus, il était vraiment très bon Sami Zayn dans son personnage de petit connard là. Il y a aussi un beau spot avec Cesaro qui poursuit Sami Zayn au niveau en haut de la grille, et puis il va finir par s'accrocher au toit de la grille et donner 2 gros coups de pied à Sami Zayn qui va aller s'écraser au sol, et puis après il va faire un petit peu des pompes comme ça, des tractions en haut de la cage. C'était assez impressionnant. Ça a bien mis en valeur ce bon vieux Cesaro. Par contre, il y a une série de cannonball là de Kevin Owens aussi. Ouais. Non, mais tout le match, on peut dire que tout le match est impressionnant avec quelques pics comme ça, avec ces gros spots. Non, ils ont fait du bon boulot. Effectivement, l'élimination aussi de Kevin Owens était assez impressionnante. Par contre, effectivement, Cesaro, il part un peu comme si de rien n'était, quoi.
c'est Super Kick et Frog Splash en fait qui se passe de Jey Uso. Ouais. Jey Uso qui élimine quand même 2 personnes. Par contre derrière c'est Roman Reigns qui débarque et à la limite c'était plus un Buried Alive match qu'un Elimination Chamber parce qu'il a enterré tout le monde au final. Ouais. Tout ce beau travail finalement juste pour mettre over Edge. Le but finalement c'est de monter le match Edge Roman Reigns. C'est quand même assez triste moi je trouve. Le pauvre Daniel Bryan, ça sert à rien ce title shot. Ouais, Cesaro, complètement. Cesaro au final il passe quand même pour un con. Kevin Owens pas loin non plus. Pareil pour Jey Uso qui finalement arrive pas à transformer l'essai, il en élimine 2 et puis ça sert à rien. Le roi Corbin on n'en parle même pas. Il y a guère que Sami Zayn qui s'en sort à peu près correctement finalement. Mais c'est d'une tristesse. Bah, c'est triste parce que, vu ce que ça a donné, en fait, je trouve qu'on aurait au moins donné la victoire dans la chambre à Cesaro, et puis qu'il se soit fait démolir ensuite, bah, ça aurait confirmé ce push parce que ça aurait joué encore plus le côté underdog. Voilà, là, Daniel Bryan, mais encore une fois, moi j'ai un vrai problème avec Daniel Bryan depuis quelques mois, et pareil au Rumble, je trouve qu'il est bien en vue, mais il est toujours sur la marche un peu en dessous du main event et du championship, mais on dirait que ça lui sert à rien en fait. Cesaro qui a jamais eu un tel push, ça aurait nourri un peu sa carrière. Là, Bryan, lui, il a déjà. Bryan, il pourra jamais faire plus fort que WrestleMania 30, donc tout ce qu'il fait, c'est un peu en dessous. Et puis là, moi, j'ai pas eu pitié pour Bryan, j'ai pas été triste, j'ai pas été déçu pour lui, j'ai pas pris fait et cause pour lui quand Roman Reigns est arrivé, alors que si ça avait été Cesaro, je pense qu'il y aurait eu un peu plus de fire, ou même Kevin Owens. Il y a aucun passif avec Daniel Bryan ces dernières semaines, parce qu'au final il gagne une chambre, et je sais pas si c'est pas ça, je pense que c'est son 2e Elimination Chamber qu'il remporte dans sa carrière, voire 3e, non 2e je pense. Ça commence à faire pas mal pour un CV, mais ça fait pchit quoi. Ouais, on sent qu'il a pas le désir de devenir champion. Bah ouais. En fait, Daniel Bryan. Moi, c'est ce que je lui reproche depuis un bon moment, c'est que lui, visiblement, il a pas envie d'être le top guy, il a pas envie d'être au sommet. Non, bah il veut jobber pour les autres. Il veut jobber pour les autres, il veut mettre les autres en valeur. Alors c'est très bien, mais alors par contre, du coup, fallait pas lui donner la chambre. Fallait la donner à Cesaro. Bah, c'est bien et ça marche moyen parce que c'est vrai que Bryan, ces dernières années, moi je retiens qu'il a jobé pour Mustafa Ali, pour Murphy. Bon, ça a pas trop marché quoi. Pour Eric Rowan même. Ouais, Euh, ouais. Sa tentative de builder les copains, même un peu Otis là ou Drew Gulak. Bon, bah ok. Tous ces mecs-là ont battu Bryan, clean. Et au Mais final, si bah derrière voilà. ils ont rien, Bah non. c'est pas. Il faudrait qu'il y ait une ceinture autour du truc. Voilà, il Mm. faudrait qu'il soit champion intercontinental, soit. Enfin, en l'état, ça fonctionne pas, Ouais. clairement. Et là, c'est la dernière étape un peu de ce booking qui ne fonctionne pas. Mm. Donc du coup, on part. Voilà, tout ça pour qu'on parte sur Edge contre Roman Reigns, quoi. Ce qui était de plus en plus prévisible et qui en plus voilà nous spoil d'avance que tous ces mecs-là, aussi méritants qu'ils soient, ça sera pas title shot et ça sera pas main event à SmackDown pour les 2 prochains mois. Ouais, Voilà. clairement. Et ce qui est excitant aussi, c'est Roman Reigns qui, visiblement, ça le dérange pas de pas trop catcher pendant les pay-per-view, quoi. S'il Beh, là, peut, en tout cas, oui. il y a quand même quelques pay-per-view où il fait pas grand-chose. Quand il vient prendre le titre, pour son grand retour, il met des coups de chaise. Il y a d'autres matchs, où je sais plus, il faisait pas grand-chose, mais bon après Ouais, il s'est bien donné sur les derniers quand même. Mais ouais, contre Kevin Owens et contre Jey Uso, il a fait le taf, mais ouais, il fait des matchs, à l'émotion et voilà. Et là, il s'est pas foulé, oui, c'est sûr. Après, c'était la stipu, mais quand même. ouais, bon, ça faisait partie du scénario, on va dire. Ouais, Voilà, il y avait au moins un scénario pour Roman Reigns et ça, ouais. c'est pas mal. Voilà, donc une déception, quand même. Mmh. La suite, on va un peu dans les vestiaires. Il y a Sonya Deville, qui discute avec Bad Bunny. Il y a le Miz qui débarque. Alors faut savoir que Bad Bunny, le chanteur de rap, qui apparemment vend des millions de disques, ou du moins qui est le plus écouté et cetera. L'homme en vue en ce moment dans le showbiz,
Et le champion 24/7 de la WWE, parce qu'il a joué un petit tour à Akira Tozawa. Donc, il y a le Miz qui débarque, qui demande à Bad Bunny. Alors, il lui dit qu'il l'a vu au Saturday Night Live, l'émission comique américaine. Est-ce qu'il a été chanté au Saturday Night Live, ce qui est une consécration pour un artiste aux États-Unis. Et il avait son titre 24/7 quand il chantait. Donc ça, le Miz l'a bien vu, mais surtout, il demande qu'est-ce que tu fais là, en fait, Bad Bunny. Et Bad Bunny le regarde et lui dit toi, qu'est-ce que tu fais là? Parce que moi, je suis le champion de 24/7, et toi, sous-entendu, t'es pas champion. Et le Miz, il s'énerve un peu, mais Bad Bunny lui met une grande claque dans la gueule. Alors là, le Miz, il est vénère, il est tout rouge. Il se retourne pour frapper Bad Bunny, mais il se retrouve nez à nez avec Damien Priest. Et il est obligé de battre en retraite. Ouais. Voilà, petit segment dans les coulisses. Moi, je trouve que Bad Bunny, il tient bien son rôle. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je ne connais pas spécialement ce monsieur, mais le fait est qu'il est très connu. Je pense qu'il fait du bien au niveau américain et international à la WWE pour leur image mainstream. Il joue le rôle. En plus, ils ont trouvé ça, c'est le titre 24/7, c'est formidable, c'est-à-dire que n'importe qui peut l'être. Je préfère ça à Grokonski, la machin. Et ma foi, s'il est là encore un peu dans les coulisses ces prochaines semaines, pourquoi pas. En plus, ils ont effectivement cette figure du Miz qui est vachement le catcheur le plus, pas dire mainstream, mais le catcheur le plus show business de tous, qui joue bien le rôle, qui se confronte à lui. Donc ça me paraît totalement légitime. Là, je suis pas choqué, ça me dérange pas. Ouais, ça aurait été un bon segment à Raw. C'est un peu bizarre de voir ça dans un pay-per-view, mais non, moi il joue bien sa partition. J'espère par contre qu'on n'aura pas. Moi, j'en parlerai plus tard. Alors, je crois savoir. Voilà. Passons au triple frite. La triple frite, quand on parle français. Pour le titre US, donc Riddle contre Bobby Lashley, le champion qui défend son titre, et John Morrison, l'invité surprise. Donc, un match, triple frite, tout ce qu'il y a de classique, avec des petits déroulés de Morrison, des petits déroulés de Riddle. Lashley qui est quand même salement dominateur, il explose un petit peu tout le monde. À tel point que Morrison, après lui avoir passé le Starship Pen, mais sur lequel Lashley s'est relevé, alors que même que Lashley s'était pris un saut de la mort là, de Riddle juste avant. Morrison, il sait plus trop quoi faire. Alors il y a même MVP qui se fout de sa gueule, il dit mais tu croyais vraiment que tu allais le battre avec ton Starship Pen là, mon pauvre. MVP, il a une béquille parce qu'il s'est blessé au genou à Monday Night Raw. Alors Morrison, il prend la béquille de MVP pour aller frapper Lashley, parce que comme c'est une triple threat, il n'y a pas de disqualification en fait. Donc il va pour frapper Lashley, mais Lashley le chope et le bloque dans son Hurtlock. Mais alors là, il y a Riddle qui vient, qui prend la béquille et qui frappe dans le dos Lashley, et qui va lui placer un de ses finishers, le Broderek, on appelle ça. Et ça va permettre à Riddle de gagner le match. 1, 2, 3, nouveau champion. Bobby Lashley, le monstre, a perdu le titre. Et c'est bien Riddle qui est champion. Donc nous, on avait donné Lashley, je pense. Oui, mais ouais, on n'avait pas la même carte. Voilà, on n'avait pas la même marque, donc ça compte pas. Donc on a quand même réussi le prono. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Alors, si on est précis, de mémoire, c'est bien Morrison qui prend le pin, je crois. Et je crois que Lashley, il est à l'extérieur du ring après avoir pris le coup de béquille. Et ouais. Ah oui, ouais. c'est ça. Ouais, parce que je me disais, c'est bizarre qu'il se relève pas, Lashley. Ouais, non, c'est effectivement, il va lui mettre son coup de béquille. Lashley va partir à l'extérieur du ring parce qu'il a vraiment mal au dos. Ouais, c'est ça. Et Riddle va capitaliser en prenant Morrison qui était KO du fait du Hurtlock et lui placer son Broderek. Quel nom nul pour une prise. Ouais, allez-y.
Écoute. Tu l'as dit, hein, Triple Threat très classique, dont je me relèverai pas la nuit. Il y a eu des séquences d'alliance entre les deux plus petits, évidemment. Mmh. Mais Lashley est quand même monstrueux. Je suis même inquiet, hein, putain, parce qu'il il a des veines qui ressortent là sur la joue, sur le front, sur le Mmh. torse. Je sais pas s'il va pas un peu trop fort sur les stéroïdes, s'il va pas avoir le sang un peu trop épais. Mais sinon, monstrueux Lashley. Et pour ma part, déception, là encore, même si on l'avait dit et on l'avait un peu euh, pronostiqué sans oser valider le pronostic en analyse, c'est que Lashley, il a très très envie d'aller croquer le titre mondial, il l'a déjà dit et tout. Donc qu'il l'ait perdu de suite, je me suis dit oui, il y a une Mmh. cohérence, il va se passer des choses pour Bobby Lashley, c'est sûr, dans les mois à venir. Mais comme ça me déçoit un peu. Alors bon, et pas leur faute si Keith Lee est encore malade, un peu chier. Je veux même dire, Jordan arrive à se glisser et à voler le titre plutôt que Riddle. Bon, ils ont visiblement, ils y croient. En Riddle, il doit être populaire, il doit plaire, je sais pas, il doit vendre des produits dérivés, mais moi, il n'arrive pas à m'enthousiasmer. Donc, je suis un peu déçu. Je suis toujours déçu qu'un petit rookie gagne assez vite un titre intermédiaire, parce que souvent, ça lui sert pas, hein, mémoire Ricochet, champion US pendant 2 semaines. Mmh. Il y en a eu plein d'autres, hein, des mecs qui sont montés de NXT, qui ont fait 3 mois, qui ont récupéré un titre. Ouais, Bobby Roode, Ouais, voilà. Apollo, enfin Apollo, il a peut-être mis plus de temps, mais ça lui a pas servi non plus. Ouais, ben Andrade, justement, ou ce genre de Andrade, choses. ouais, voilà. Effectivement, le titre US, c'est un peu le titre, des rookies, mais Ouais, des rookies qui finissent à main event c'est un peu ou ça. remerciés. Mmh. Donc je suis pas très heureux. Et en plus, le match, c'était pas extraordinaire. Mais bon, il y a, Ouais. il y a des circonstances atténuantes. Et puis bon, c'est clairement la mid-card, voire la low-card de ce pay-per-view. Mais Lashley reste un monstre. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais, Lashley, toujours très impressionnant, pas beaucoup d'harmonie dans le catch entre, je trouve, Riddle et Morrison, par exemple, pas d'alchimie, comme on dit. Bah même Riddle et J'ai Lashley, hein, ça fait 4 ou 5 Ouais. matchs qu'ils s'affrontent et il s'est jamais rien passé de bon. Hein. Je suis vraiment pas convaincu par Riddle, hein, surtout que je trouve qu'il est dans les mauvais pushs de la WWE, là, où il perd tout le temps en weekly. Ouais. Il gagne le titre, effectivement, là, sur un concours de circonstances, en trichant, en plus. Alors, c'est censé être un babyface. Le reste du temps, il abandonne et là, il gagne en trichant. Bon, voilà, c'est vraiment les bookings mal montés que j'aime pas à la WWE, qui mènent à rien, généralement, parce que personne peut se ranger derrière Riddle, s'il a un comportement comme ça, quoi. S'il perd et s'il triche. On aurait effectivement, Morrison, ça aurait été plus sympa, finalement, tu as raison. Donc voilà, pour moi, c'est quand même une grosse déception aussi, ce match-là. Ouais. Moi J j'aimais bien je les Hardy Bros là qu'ils ont pas fait durer, mais quand il était en tag team avec Jeff Hardy, avec toute une histoire de c'était son idole de jeunesse, ça pouvait se tenir, ça aurait pu faire une petite tag team quelques Ouais, mois, mais bon, exactement. Ouais, ouais. ça a pas non. Il voulait en solo. Ou ou alors qu'il le monte comme il monte maintenant Lashley, comme un mec, un peu «indestructible» entre guillemets, parce que c'est quand même là maintenant on n'y croit plus, mais à la base c'est quand même un mec qui vient de l'UFC, qui vient du mixed martial art, qui est censé être legit dans le ring. Quand il était dans le circuit indie, il était plutôt heel et c'était plutôt un mec arrogant, et puis qui sortait des grosses prestations, il avait un catch assez stiff et technique. Là, je trouve ça à la WWE, ça s'adapte pas à son style, si tu veux le faire passer pour un catcheur lambda, quoi. Il Non, faut, heu, il faut en faire une attraction, quoi, un petit peu de Riddle. Il faut qu'il vienne, il aurait fallu, maintenant c'est trop tard, maintenant ça va être comme n'importe qui dans le roster, comme un Nakamura, ouais. comme un Aleister Black ou des trucs comme ça. Pour moi, c'est vraiment très mal engagé avec lui. Je pense pas qu'il se passera grand-chose. Je pense pas qu'il intéresse plus que ça le public. Non, On bah, en peut pas plus il dit des savoir trucs à parce la qu'on n'a con. pas.
Voilà, voilà, et en plus il récite son texte bêtement. On sent qu'il est de toute façon sur la sellette parce qu'il a des pailles au cul, que ce soit au niveau MeToo, que ce soit au niveau drogue, etc. C'est pas le plus clean du business, donc effectivement, faut qu'il marche droit, donc faut qu'il écoute les patrons, donc c'est pas lui qui va apporter des idées, qui va remettre en question le booking. Et du coup, on se retrouve avec encore une fois un personnage fade qui a pas vraiment de personnalité à part d'être un crétin et qui a un babyface qui triche et qui abandonne, quoi. Donc voilà, c'est 0 pointé, ce push de Riddle, et bon, il faut bien que Lashley perde le titre, mais ça m'aurait même pas dérangé de voir Lashley aller affronter Drew McIntyre en étant toujours champion US, quoi. Bah, c'est ce qu'il avait déjà fait, hein. C'est ça, hein, oui, ils sont déjà affrontés en plus. Ouais. Il a été mal booké pendant longtemps aussi, Lashley, donc Oui. on s'en sort bien maintenant. C'est inespéré, le Lashley qu'on a à l'heure actuelle, mais Ah, ça c'est sûr. Non, mais c'est mais ça ça- qui est beau avec la WWE, c'est des fois les mecs, même pour Riddle, hein, peut-être que dans 1 an ou 2, ils Hmm. ont trouvé Ah la oui, flamme. une fois qu'ils c'est ça. Ils vont le faire tourner heel et puis d'un seul coup, il sera super cool. Mais en attendant, encore une fois, un babyface où on passe à côté, quoi. Ouais, un peu. Voilà, je suis un peu énervé. Je vais reprendre mon calme. Allez, bois une Parce qu'on petite gorgée de bière va comme je fais, et puis passons chez les filles, non, c'est ça? Ça va nous adoucir. un petit peu de douceur. Nia Jax, Shayna Baszler, les championnes tag team, affrontent Sasha Banks et Bianca Belair, l'alliance de fortune entre Sasha Banks, la championne de SmackDown, et Bianca Belair qui a gagné le Royal Rumble, mais qui n'a pas encore décidé qui c'est qu'elle va affronter. C'est un peu comme Edge. Donc, il y a un match qui s'ensuit. Voilà, rien de spécial pendant le match. Mais il y a Reginald, le sommelier de Carmella, qui est toujours obnubilé par. Il fait une fixation sur Sasha Banks. Ouais. Hein, puisque même dans les vestiaires, enfin, il y a une interview backstage de Sasha et Bianca avant le match où Reginald vient et il dit à quel point Sasha Banks est magnifique, etc., etc. Et il va venir pendant le match avec une bouteille, parce qu'il a dit je vais ramener mon meilleur vin pour vous et tout ça. Bouteille de champagne et des flûtes. Bon, c'est pas le moment où Sasha a l'avantage, mais elle réussit à se défaire de Nia Jax à un moment donné. Et là, Reginald, il lui donne la bouteille, il lui dit vas-y, frappe-la avec la bouteille, etc. Sasha n'est pas vraiment pour, elle est un peu perplexe. Mais là, la bouteille dans la main, l'arbitre se retourne, il dit oh, qu'est-ce que tu fais avec la bouteille? Il lui arrache la bouteille des mains, elle essaye de s'expliquer. Mais ça, c'est pas très malin, surtout quand tu es en plein match et que tu affrontes Nia Jax. Nia Jax l'attrape, lui met un Samoan drop, et c'en est fini des espérances de cette tag team de fortune. Bianca Belair, elle a été neutralisée entre-temps par Shayna Baszler, qui était assez costaud dans le match aussi de son côté. Samoan drop, 1, 2, 3. Sasha Banks est vaincu. Victoire des méchantes et Reginald qui va devoir s'excuser à un moment donné parce qu'il a un petit peu foutu la merde. Voilà, un petit match, je dirais qu'il est plutôt digne d'un weekly que d'un pay-per-view. Je sais pas ce que tu en as pensé. Bah oui, totalement, c'est même, assez surprenant. Alors déjà, l'affiche était un peu tombée comme ça du camion. J'ai C'est envie vrai. j'ai envie j'ai envie de dire que c'était l'avantage, c'est un match dont on n'attendait rien, mais on n'a pas été déçus, puisqu'il s'est rien passé. C'est-à-dire Rien du tout. que ouais, Bianca Belair a beau dire, «Peut-être qu'on verra bientôt, je vais dire, qui je vais choisir», mais là, ça a pas du tout fait avancer leur histoire. Alors moi, je pense qu'elle va enfin, j'allais dire, je suis quasiment sûr qu'elle va choisir Sasha Banks. Maintenant, si les plans changent à Raw, ça va peut-être redistribuer un peu les cartes, mais je sais pas trop ce qui se trame avec Reginald. Autant je le trouvais rigolo à SmackDown, autant je trouve que c'est hyper répétitif ces personnages de non-catcheurs. C'est un peu comme Billy Kay, c'est un peu comme a été James Ellsworth avant. C'est le mec où la fille, elle vient pour aider et puis finalement, elle fait perdre. On l'a vu 1000 fois. Ça n'a pas donné un grand match. En plus, Sasha Banks, elle est en pleine forme, elle est au milieu du ring et tout. Elle prend juste un Samoan drop et elle perd. C'est assez Mmh. étonnant. Ouais, c'est quand même la championne de SmackDown, hein. Bah ouais, C'est quand même Sasha Banks, bah, hein. elle a envoyé des gros matchs Mmh. contre Bayley, contre tout ça. Là, elle perd un peu connement. Non, je vois pas trop. J'ai vraiment l'impression que c'est le truc d'un soir. Voilà, on avait dit un match comme ça. Voilà, au moins pour les championnes, elles ont un peu plus
de corps à leur tableau de chasse. Voilà, elles ont battu Bianca Belair et Lily. Ok, elles deviennent encore plus des championnes crédibles et légitimes. Le son, enfin, je trouve qu'en tag team, Nia Jax et Shayna Baszler, c'était une bonne équipe. Mais sinon, vraiment, quand même très pauvre au niveau du catch. Et puis, au niveau du scénario, assez poussif. Hein. Déception aussi. Ouais, ce genre de match, ça dérange pas quand t'as une carte avec plein de matchs. Ouais. Mais là, il y en a 4 des matchs, donc c'est un peu, c'est encore une fois une déception. Enfin, une déception, on n'en entendait rien du match, on sait même pas qu'est-ce qu'il faisait là. J'ai pas beaucoup parlé de Shayna Baszler, mais c'était celle qui était la plus impressionnante dans le match. Bianca Belair, qui a quand même gagné le Rumble, elle a quasiment rien fait. Puis moi, j'ai aucun souvenir un peu au début de match, peut-être. Oui, non. Et tout ça pour mettre over Reginald, quoi. Encore une fois. On aime beaucoup Reginald, mais en weekly, pas en pay-per-view. Faut le garder pour les weekly, Reginald. C'est une petite distraction pendant les shows de la semaine qui sont parfois un peu longués. C'est ça. Mais tu fais pas tout un match juste pour mettre over Reginald. Ça, c'est... Surtout dans un pay-per-view comme ça où t'as pas beaucoup de matchs. Hein. Donc c'est encore une fois 0, moi, je trouve. Encore une fois une déception, même si c'est pas mauvais ce qu'elles font dans le ring, hein, mais là il y a un petit problème de scénarisation, quoi. Ouais, et pour préciser et enfoncer le clou sur l'étrangeté de cette carte, c'est le seul match féminin, donc les ceintures de Raw et de SmackDown individuelles ne sont pas défendues, et c'est aussi le seul match tag team. Hein, les champions, donc les Dirty Dogs ou les Hurt Business sont restés à la maison. Donc voilà. Ouais, très limité. Je vais essayer de retrouver les timings des matchs parce que ça a quand même duré 2h30, je crois. Ouais. Mais bon, j'essaierai de chercher ça après parce que sinon on va pas s'en sortir. Parce que c'est déjà le main event, hein. Et ouais, main event, baby. Alors avant, on a une petite séquence backstage où le Miz est en train de discuter avec MVP. Il se trame quelque chose. Alors, l'Elimination Chamber, c'est AJ Styles contre Kofi Kingston, contre Randy Orton, contre Jeff Hardy, contre Sheamus, contre le champion Drew McIntyre. Donc là, le champion de Raw, lui, il participe à l'Elimination Chamber, il doit défendre son titre. Hein. Ouais, beau plateau quand même. Beau plateau, que des anciens champions. Tout simplement. AJ Styles vient avec son acolyte Omos, hein, le géant de 3 mètres. C'est Randy Orton et Jeff Hardy qui débutent le match. Ce qui m'a fait rire, c'est Randy Orton qui vient, qui fait le tour des pods, des cages. Et quand il vient à AJ Styles, il dit « Oh, il y a le mec effrayant qui arrive, oulala !» Et Randy Orton lui fait un geste de style « laisse tomber avec AJ, ça sert à rien. » Ça me fait marrer. Il y a aussi Kofi Kingston qui arrête pas de parler, hein, parce que ça dure des plombes hein, quand même, parce qu'il y a les entrées de tout le monde. Et oui, ils se regardent tous. Ils se regardent tous, voilà, il faut faire un petit sketch devant la cage quand on arrive, mais Kofi Kingston, lui, il arrête pas de parler, hein, il raconte n'importe quoi. Sans compter les vidéos aussi de résumé. Il y en a même une pendant les entrées, je crois, sur le premier match. C'est possible. Ça fait beaucoup de remplissage, mais les vidéos sont bien faites, hein, encore une fois. Les packages. Bon, Randy Orton et Jeff Hardy se foutent sur la gueule. Au bout d'un moment, c'est Drew McIntyre qui rentre dans le ring. Ouais. Très tôt. Très tôt, bah oui, le champion, il n'y a pas de raison. Donc ça continue à se battre. Ensuite, il y a Kofi Kingston qui rentre dans le ring. Et il va éliminer Randy Orton. Et ouais. Alors je sais pas s'il lui fait un petit paquet ou si c'est le SOS. Mais oui, c'est un truc un peu bizarre. Bizarrement exécuté. C'est un roll-up surprise. Ouais. Orton n'est pas content, donc il fait des RKO à tout le monde. Ouais. Sur Hardy, sur Kingston. McIntyre était hors jeu déjà après un gros spot. Et alors il y a tout le monde qui est KO, donc là AJ Styles, son cerveau ne fait qu'un tour, il se dit tiens je vais en profiter pour faire le tomber sur tout le monde, donc il y a mais c'est pas encore son heure de sortir. Et non. Donc il y a Omos qui arrache le plexiglas de la cage et AJ Styles fait le tour et il va rentrer dans la cage.
en profitant qu'Orton s'en sorte. Et il va essayer de faire le tomber, mais ça sert à rien. Alors cette conclusion, on y arrive quand même après, parce que sur l'instant, enfin je sais pas ce que tu en as pensé, mais quand Homo s'arrache le truc, tu te dis pourquoi il fait ça sert à quoi, quoi. Oui, c'est un peu compliqué. Hein, c'est pas évident, hein, ce truc-là. Surtout qu'il aurait pu ouvrir une des portes latérales et faire entrer AJ Styles directement dans la cage, mais non, là, donc il a ouvert le plexi extérieur, hein, si vous n'avez pas vu la scène. Et du coup, AJ Styles a dû faire, comme tu l'as dit, le tour par l'extérieur, profiter du fait que la porte s'ouvre pour laisser sortir Orton, rentrer. Et oui, donc du coup, il tente d'être tombé, mais ça y est, les mecs se sont déjà un peu remis du RKO, donc ça fait simplement 2. Ouais, alors on se dit, là, peut-être, pourquoi il est pas resté dans sa cage à attendre que ça se passe, quoi. Histoire de rentrer un peu plus frais, quoi. Mais bon, il faut se souvenir que Sheamus avait été désigné comme le dernier entrant. Donc il restait plus que Sheamus, donc c'était de toute façon Sheamus, il finirait par sortir en dernier après AJ Styles. Quelque part, ça avait un sens. Mais c'était pas évident comme ça, c'était un peu dérangeant à la vision. Sheamus donc finit par rentrer aussi. Et c'est parti pour la baston générale. Donc, alors il y a plein de gros spots, hein, ça va se battre en haut des cages, etc. C'est aussi un match très impressionnant. Alors, les éliminations, comment que ça se passe? Je pense que c'est peut-être Kofi Kingston qui a été éliminé en premier par Sheamus, qui lui a mis un Brock Kick. Ouais, on a un gros Brock Kick, ouais. C'est ça. Après, Jeff Hardy qui fait des twist of fate à tout le monde. Swanton Bomb sur Styles. Mais il va se prendre un Claymore par McIntyre et il se fait éliminer. C'est ça. Est-ce qu'il a éliminé Jay Styles, Hardy, avec sa Swanton? Pas encore, hein, non, il reste à la fin, il reste Sheamus, McIntyre et Styles. Sheamus, il va se faire éliminer par McIntyre. Et il reste plus que Jay Styles. Par Styles. Et oui, souviens-toi, grosse séquence où Sheamus place un Brock Kick à Drew McIntyre. Là, on se dit, on va changer de champion. Et non, AJ Styles, phénoménal forearm, et il sort Sheamus. Ouais, pas très malin sur ce coup-là, AJ Styles. Phénoménal forearm, le tombé, 1, 2, 3, Sheamus éliminé, et dans la foulée, McIntyre va placer un Brock Kick sur. Ou alors c'est un peu plus tard, ils vont se faire la gueule. Ouais, Claymore Kick sur AJ Styles qui tentait un phénoménal forearm. Ouais, celui-là, il était beau. Hein. Ouais, très impressionnant. Claymore à mi-hauteur, là. Enfin, en hauteur. Ouais. Très beau finish. Et c'est donc McIntyre qui remporte la chambre d'élimination, le champion qui conserve son titre. On avait le prono. Ouais, on avait le prono. Ça, on l'avait juste. Pour le premier, on avait parié sur Cesaro, je crois, nous. Oui. Bon, c'est Daniel Bryan, ils ont fait le mauvais choix, quoi. Donc McIntyre, il est content, il savoure sa victoire. Bon, il est bien séché, hein, parce que c'était quand même un match très costaud. Et là-dessus, il y a Bobby Lashley qui débarque et qui le défonce. Toujours pas accepter sa défaite de l'US, et il se venge sur le champion. Donc Spear, gros slam et tout, il explose, il tape la tête contre la table des commentateurs. Et à la surprise générale, c'est la musique du Miz qui retentit. Bobby Lashley laisse la place au Miz, qui vient avec sa mallette Money in the Bank. Il cache la manette. Le match démarre contre Drew McIntyre, qui va réussir à se relever d'un DDT, mais qui ne pourra pas se relever du Skull Crushing Finale. Et oui. Et c'est un nouveau champion. Le Miz est champion. Le Miz a réussi le cache de la manette. Il est de retour au top. Et c'est la fin du règne de McIntyre, le champion du peuple, le bel homme. Le deuxième règne, ouais. Le deuxième règne de McIntyre se termine ici. L'impitoyable mallette du Miz. La victoire de Miz, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Eh ben, écoute, j'ai envie de dire que cette fin de show a sauvé le show. Je ne suis pas le seul à avoir cet avis. Papy nous a laissé son avis en commentaire. Papy qui est en vacances, on lui fait un petit coucou. Hein. Il disait que le pay-per-view a été resté longtemps trop sage, mais jusqu'à la fin qu'il l'a fait lever de son siège. Je partage assez ce point de vue, c'est-à-dire que la chambre a été assez inattendue et
Et je trouve que inattendu, contrairement à celle de SmackDown, inattendu dans le bon sens du terme. Moi, j'avais une très grosse peur. Je suis un peu obsessionnel, mais ça fait 3 mois que j'ai peur de la gimmick du Fiend qui overbook les shows. Donc j'avais très peur au Royal Rumble que Alexa Bliss nous fasse une Alexa Bliss possédée là, qui gagne le Rumble féminin. Elle l'a pas fait, donc j'étais très content. Et là, vu qu'on avait déjà eu, souvenez-vous de sinistre mémoire, un Bray Wyatt qui était apparu comme par magie dans un Hell in a Cell match entre Dean Ambrose et Seth Rollins il y a quelques années, j'avais hyper peur de le Fiend qui, voilà, la lumière s'éteint et on se rallume et puis hop, il y a le Fiend, oh là là, mais mon Dieu, comment il est rentré, il est dans l'Elimination Chamber. Donc pas du tout, et justement, Papy donnait son flop à Orton qui a été en mode feignasse, et ben moi je suis très content. Orton qui a fait une très grosse année 2020 où il a défoncé la gueule à tout le monde et tout. Il a même pris le titre à McIntyre. Il a foutu le feu donc à Bray Wyatt. Et bah là, il job, il prend un tombé de Kofi Kingston, il met sa série de RKO, il sort en premier. Ça a réveillé enfin, moi ça m'a énormément surpris en fait. Randy Orton qui sort en premier comme ça sur un petit paquet bizarre, je me suis dit tiens, c'est ça, on s'y attendait pas. Et en plus, Orton niveau catch, un bon catcheur, mais bon, on va dire un peu comme Corbin au premier match. Hein, c'est pas mécontent qu'il sorte non plus, parce que derrière, c'est vrai qu'on a eu un gros segment. Très très mitigé par contre sur cette entrée d'AJ Styles un peu bizarre. Pour moi, l'arbitre, il aurait dû lui dire retourne dans ton pod, attends ton timing. Hein, il aurait pas dû valider sa présence en faisant les tombées. Bon, c'était histoire de dire qu'ensuite on a eu Adam Pearce qui a exclu Omos du stade. Ouais, pourquoi pas. Très étonné aussi par Jeff Hardy qui, j'ai l'impression, a quasiment rien fait du match et a pourtant réussi à durer longtemps et à faire quelques trucs. Hein, camouflé en noir, on le voyait pas quand il était étalé par terre. C'était malin. Voilà, c'est ça. Non, mais il a fait 3 Twist of Fate et puis un ou deux Swanton Bomb et il s'en sort avec les honneurs, hein, pour quelqu'un de 45 ans et tout. Et voilà, il y a eu un Claymore. Et puis, quand même, la grosse surprise, c'est, je trouve, Sheamus qui sort finalement assez vite, mais qui a fait une grosse perf. Je trouve que Sheamus et Cesaro, ils sont un peu en parallèle. Là, on les attendait beaucoup. Ils ont fait un gros match, mais ils sont sortis de manière assez inattendue. AJ Styles est toujours booké très fort. Hein. Là, il arrive, il est finaliste. Donc, bravo AJ Styles. Et puis, pour le coup, je trouve que là, on a, même s'il était assez prévisible puisqu'on l'avait pronostiqué, on a un beau vainqueur. Voilà, Drew McIntyre gagne l'Elimination Chamber. C'est ce qu'on prévoyait. Et honnêtement, je suis peut-être pas un grand visionnaire, mais je m'attendais pas à cette fin-là du tout. J'avais vu le Miz et MVP parler backstage et j'avais déjà préparé dans ma tête que j'allais dire à cette analyse, ça c'est une piste pour la suite qui m'intéresse, une alliance peut-être entre Morrison et le Miz, et puis MVP et Bobby Lashley, je sais pas. Et je m'attendais pas à ce qu'on trouve en fait la clé de l'énigme si rapidement. Bobby Lashley qui arrive et qui tabasse Drew McIntyre. En plus, je regardais le timing de ma vidéo et je me dis putain, là il faut que le Miz cache quoi. Mais en fait ça a été assez long le tabassage de Bobby Lashley, et plus ça approchait, plus je me dis non, il va pas venir. Alors, et j'étais partagé entre merde, c'est nul, enfin c'est complètement con de pas venir maintenant. Et en même temps, je me dis ça va peut-être être un premier avertissement pour la suite. Et donc finalement, quand le Miz est arrivé, je dois avouer que pour moi c'est la copie parfaite quoi. Le Miz, il a récupéré le Money in the Bank des mains de Otis, donc on était tous et notamment notre ami Tonton, on était assez déprimés par ce porteur de mallette là assez insignifiant. Il a fait quand même un premier cash-in à TLC. Il a réussi à récupérer sa mallette dans la foulée grâce à une belle fourberie. Là, rappelons-nous qu'il devait être dans l'Elimination Chamber jusqu'à il y a une semaine. Il s'en est retiré en nous annonçant « J'en ai pas besoin, j'ai ma mallette ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'en a pas eu besoin. Il a caché sa mallette. Pour moi, là, c'est autant le match tout autour de SmackDown et de Raid, c'était la déception. Autant là, c'est parfait. En fait, j'ai envie de dire, j'aime bien le Miz, mais je me doute qu'il fera pas un règne très long et qu'il sera pas un gros champion. Mais voilà, le Miz, 10 ans après, est 2 fois champion de la WWE. Ce mec a passé plus d'une décennie à être un des grands catcheurs de la fédération, à être très souvent là pour le titre intercontinental, pour les titres tag team. Il a fait énormément d'apparitions télé, cinéma et tout. Donc
Pour moi, il est complètement legit. Drew McIntyre, qui est un champion booké très, 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 très fort, peut-être même trop fort, trouve une tête de titre logique. Je suis content. Là, fin de show, voilà, on me dit le Miz, shocking new champion. Pour moi, on a réussi que, on l'avait dit tous les deux, hein, Elimination Chamber, pay-per-view qui apporte des surprises. Et bah pour moi, la surprise est réussie. Elle est cohérente, elle est bien exécutée. Le Miz est très intelligent. Il y a pas grand chose à dire, je trouve. C'est bien joué. Ouais, alors encore une fois, le match est plutôt cool. Je suis d'accord avec toi, hein, le traitement du cash-in du Miz est quand même joliment exécuté. C'est super malin de faire intervenir Lashley en premier. Je regrette juste qu'on ait vu cette séquence effectivement backstage où ça discute avec MVP. Ouais, peut-être un peu trop, ouais. Et puis surtout dans le package vidéo qui précède le match, il est omniprésent le Miz dedans. Donc Oui. voilà, au moins, bon, c'est peut-être pour pas perdre les gens qui ont peut-être pas suivi depuis longtemps, etc., etc. Mais ça évente peut-être un petit peu le rebondissement de fin de show. Oui. Mais bon, après concrètement, c'est super pour le Miz du coup qui a réussi son pari, qui a réussi son coup. Il s'impose comme le top heel de la fédération, plus malin que tout, le vrai ultimate opportuniste. Ouais. Par contre, moi je trouve que c'est super sec pour le reste des gens qui participent à l'Elimination Chamber. Alors j'espère qu'ils ont des plans pour la route pour Mania pour un peu tout le monde, surtout qu'il y a 2 soirs à Mania, donc il y a de la place pour tout le monde. Mais concrètement, AJ Styles, à part le fait qu'il a Omos avec lui, il n'y a rien de spécial pour lui. Jeff Hardy non plus, on n'en parle même pas. Kofi Kingston, moi j'attendais fermement qu'il se passe quelque chose avec Mustafa Ali. Au final, pot de zob. Et il perd aussi, voilà, voilà, c'est un mec qui a participé à l'Elimination Chamber, rien de plus. Randy Orton, alors moi ça m'aurait pas dérangé de voir, je sais pas, une apparition de effectivement Alexa Bliss ou quoi, juste pour le distraire, pas pour complètement foutre en l'air le match, mais j'aurais préféré ça que de le voir perdre sur un roll-up qui sert à rien. Je trouve qu'ils ont complètement abandonné la low card, la mid card, la up card au niveau des scénarios. Et il y a juste un scénario pour le titre suprême, pour arriver au bout d'un truc qui quand même s'écrit tout seul, hein, le Miz qui prend le titre à l'Elimination Chamber, c'est pas, c'est un peu logique, hein, quelque part. Même si c'est joliment exécuté, ça n'a rien de révolutionnaire. Et au final, pour le reste, il y a rien, il y a que des miettes. Je suis assez content quand même d'avoir un Drew McIntyre qui s'accroche pas au titre. Ça c'est bien parce que ça va redonner un petit peu de peps à Monday Night Raw. Mais sinon, c'est super triste, je trouve, au niveau des scénarios pour tous ceux qui sont pas dans le main event, quoi. Il y a rien, y a rien du tout, rien pour personne. Alors je pense que ça va se mettre en branle maintenant que c'est fini, qu'on va aller vers Fastlane. Ouais. Mais j'ai aussi peur qu'on se dirige vers un Miz Bad Bunny, hein, peut-être à Mania, tant qu'on y est. Mais Ouais. bon, de l'avis général, le Miz devrait perdre rapidement son titre. Vu que ça circule partout, moi je serais pas surpris de voir la WWE faire un coup et de lui laisser le titre jusqu'à Mania. Ça m'étonnerait qu'à moitié. On verra bien. Parce qu'apparemment c'est plutôt Bobby Lashley qui est dans les plans. Mais il faut toujours se méfier des plans trop prévisibles qui sont connus à l'avance. C'est sûr. Bobby Lashley devait battre Brock Lesnar, hein. Ouais, il devait se passer tellement de choses. Et Eva Marie Eva Marie, hein. va remplacer Lacey Evans. À Raw, Ça, elle arrive. ça. Et Elle puis, arrive. Lana devait gagner le Rumble, hein, sans rien faire, je vous rappelle. Ouais. Soul C'était Survivor. évident. C'était évident. On annonçait aussi Braun Strowman, hein, comme le challenger numéro 1 pour Drew McIntyre. Ouais. Voilà, rien ne se passe jamais comme prévu, donc on va leur laisser le bénéfice du doute. Mais je trouve que franchement, ils ont vraiment fait aucun effort, quoi. Ils ont eu un scénario qui était déjà prédéterminé pour le cash-in de la mallette. Ils ont travaillé Roman Reigns et Edge. Et le reste, il n'y a rien du tout. Reginald.
Et voilà. Et puis c'est tout. Ouais. Là, S'il y a un petit travail sur Lashley. Allez, ouais. je suis gentil. Là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on est dans la road to WrestleMania et les temporalités me paraissent étonnantes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que d'habitude, alors c'est toujours un peu difficile des fois. Chaque année, on a l'impression que c'est la pire road pour WrestleMania. J'ai l'impression et que l'année C'est vrai d'avant que était mieux. Mais j'ai l'impression que d'habitude, c'est la période où des feuds se créent, et notamment au Rumble, entre les mecs qui s'éliminent, ça crée des tensions, ça crée des feuds. Là, on n'a rien eu. Enfin, le Rumble n'a pas créé de feud. Et l'Elimination Chamber, à voir. Hein, il va falloir Raw et SmackDown. Mais je vois pas trop ce que ça peut créer comme feud. Les mecs se sont éliminés tous de manière assez légitime. Je sais pas si on va avoir une feud Kofi Kingston contre Randy Orton, mais je ne pense pas. On l'a déjà eu souvent. Donc je vois pas trop, comme tu l'as dit, ça, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas beaucoup de graines qui sont plantées pour la suite. Après, c'est vrai qu'on a Fastlane, et à mon avis, il va se passer beaucoup de choses. Moi, j'ai du mal encore à visualiser, hein, parce que le Miz arrivé champion à WrestleMania, je ne sais pas. En même temps, Drew McIntyre, c'est quand même la tête d'affiche de la WWE et de Raw depuis plus d'1 an. Si tout d'un coup, là, WrestleMania qui est dans un peu plus d'1 mois et demi, il est ni dans la taille ni champion ni challenger, ça ferait un peu bizarre, hein, ça serait un peu décevant pour lui, il faut dire ce qui est. Alors peut-être que Drew va récupérer son titre une 3e fois, et puis ce coup-ci il va affronter Bobby Lashley à Mania, peut-être. Je vois plus McIntyre reprendre son titre à Mania. Oui, c'est à Mania. Ouais, pour qu'il ait une victoire devant du public. Parce finalement, il n'a pas eu sa victoire devant le public, sa prise de titre devant le public. Donc toi, tu verrais presque, tu verrais Miz McIntyre comme affiche à Mania. Ou un triple threat. Peut-être, ouais. Machin. Je pense qu'à Fastlane, peut-être il va. Alors j'étais parti sur un Miz Bad Bunny, ça c'est dans la pire des probabilités, mais je me dis pourquoi pas le Miz affronte Damian Priest à Fastlane. Ouais. Il bat Damian Priest et un triple threat pour Mania avec Lashley et Drew McIntyre. Drew McIntyre et Lashley peuvent se raffronter par exemple à Fastlane. C'est vrai. Parce que pour McIntyre, je pense qu'il va quand même en vouloir à Lashley de lui avoir pété la gueule. C'est de la faute de Lashley s'il perd le titre. Ah bah oui, clairement. Mais comme il y a Sheamus aussi un peu dans l'équation, je sais plus trop. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce Sheamus là qui était parti pour atteindre les sommets. Mais ça ouvre des pistes quand même, mais ça ouvre des pistes pour le titre suprême, quoi. Ça ouvre pas des pistes pour ce qui se passe en dessous, quoi. On peut avoir une feud de Sheamus et AJ Styles. AJ Styles, j'ai presque l'impression qu'il bascule face. Mais bon, presque. Après, rien n'empêche d'avoir 2 matchs à Mania, hein. Il y a 2 journées. On peut avoir un premier match mis pour McIntyre ou Lashley, et le lendemain, McIntyre, Lashley, par exemple. C'est possible. Ça reste assez étonnant que le Miz. Enfin, je suis d'accord avec toi dans le sens où ça s'écrivait tout seul, mais d'un autre côté, c'est hyper. C'est quand même, ça rebat toutes les cartes d'avoir le Miz champion, hein, ça clairement. Ouais, ça reste salement efficace, hein, c'est sûr. On se dit, putain, oui, on pensait à Lashley, on pensait à Sheamus. Bon là, on sait plus rien, quoi. Le Miz, on sait plus. Moi, je veux bien le match contre Bad Bunny un jour à Raw, quoi. Enfin, ça va peut-être arriver assez vite, mais ça, on verra. Et puis ça m'intéresse aussi quand même, tu vois, de voir parce que Morrison, mine de rien, ce qu'il a fait, ça va pas trop plaire à MVP. Donc est-ce qu'on va vers une tension entre Morrison et le Miz, entre Morrison et MVP, donc Bobby Lashley? Enfin, il y a pas mal de possibilités, mais comme tu dis, c'est tout ça la même feud un peu. Après, ça me dérange pas. C'est un peu tous des heels, à moins que Bobby Lashley passe face. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est pas impossible, on est entre heels. Enfin, c'est bizarre. Bah ouais, même Sheamus et heel, AJ Styles a priori oui. Bon, Jeff Hardy, moi je pense qu'il était dans la cage juste pour la gimmick ancien champion du monde. Hein. Il a pas d'espoir pour Jeff Hardy, hein, pas beaucoup. Hein. Mais bon. Après, il faudra bien un adversaire à Riddle. Hein. On a eu des excellents Sheamus Riddle cet été. Hein. Donc on peut aussi avoir ça. Ou un truc comme... Ouais. C'est un bon adversaire pour Riddle, Sheamus. Ouais, on verra bien, écoute. En tout cas, moi je trouve quand même que la fin, c'est ça en fait. C'est à la fois, c'était prévisible, mais quand même étonnant. Et ouais, c'était bien exécuté. Hein.
c'est bien exécuté, c'est bien dosé. Et puis je trouve, au-delà de ça, que ça fait énormément de bien au concept du Money in the Bank parce que ces dernières années, on en a bouffé de la merde. Que ce soit Otis, que ce soit car il y avait eu Strowman avec un cash-in raté ou Corbin ou même quand Lesnar a eu son cash-in, c'était un peu pas terrible. Ça fait des années qu'on n'a pas vu un si beau cash-in, je pense. Hein. Ouais. Et puis même les 2 matchs à Elimination Chamber étaient plutôt pas mal parce que c'était pas non plus la joie chaque année. Hein. Non. Il est vraiment mal placé, hein, ce show, hein, de toute façon. Et effectivement, la Money in the Bank, ça a fait son temps aussi, moi, je trouve. Hein. Mais pourtant, c'est quand même un outil scénaristique qui est pas négligeable. C'est dommage qu'il se casse les dents comme ça assez souvent. Oui. Et ouais. Donc voilà, une fin qui sauve le show, on va dire. Ouais. Un show en demi-teinte avec des belles exécutions, hein, du bon catch, mais un peu de flemmardise au niveau de la scénarisation, je dirais. D'ailleurs, c'est le mot de la fin. Hein, il est temps. Il faut donner un top, un flop et une note. C'est ça le concept. C'est ça. Eh bien, écoute, je vais donner mon top. Hein. Alors, le top, je vais le donner au Miz. Voilà, bien. Très beau cash-in, très beau champion, pas de problème. Belle prise de titre. Bravo Miz, ça me fait plaisir. Mizu. Ça me sauve la fin. Ça me sauve le show même. Hein. Pas honte de le dire. Papy est d'accord avec moi. Il a dit la prise de titre du Miz majore la note. Lui, il avait mis son top à Bobby Lashley, hein, Papy. Okay. Mon flop, je vais le donner à. Ouais. Comment on pourrait dire ça? À l'issue du titre de SmackDown, c'est-à-dire là pour le coup, voilà, c'est l'inverse de ce qui s'est passé pour Raw, je trouve. C'est voilà, le gagnant, ça lui rapporte aucun prestige. Autant Drew, ça lui fait voilà un jeune champion, Drew c'est bien. Autant Daniel Bryan, je pense qu'on aura oublié dans un an. Et puis en fait, il s'est passé exactement ce qui se serait passé si c'est pas du catch, mais un simple sport classique, c'est-à-dire quand il n'y a pas de scénario d'overbooking, juste le plus fort qui affronte le plus faible, hein, enfin le plus faible, celui qui a catché pendant une demi-heure. Donc non, c'est très déçu de ça. Et tu l'as dit, en demi-teinte, donc pour moi, ça sera 2,5, ni plus ni moins. Je pu mettre moins parce que en fait, c'était clairement un pay-per-view à Elimination Chamber match, hein, et les 2 matchs du milieu, que 2 matchs du milieu, c'est bizarre, n'ont été absolument pas intéressants. Mais bon, on a quand même eu des gros matchs à Elimination Chamber, donc 2,5. 2,5. Ouais. 34 minutes 20, le premier match, Elimination Chamber. Ok. 1,36 le titre Universal, le match, entre Daniel Bryan et Roman Reigns. Ah oui, bien sûr. Le triple threat pour le titre US, ça dure 8 minutes 38. 9,36 pour le match féminin, il est plus long que le triple threat. Et 31 minutes 21 pour le deuxième Elimination Chamber. D'accord. 28 secondes le match pour le titre Miz Drew McIntyre. Donc ça fait quoi? 30 minutes, ça fait 1h, 1h20, 1h30, allez, 1h40 de catch sur 2h30 de show, quoi. Bon, moi j'aime bien, hein, ces pay-per-view, on va dire, ces pay-per-view Corona Mania qui sont quand même beaucoup moins longs. Enfin, moi je ne pouvais plus. Hein, ouais, oui, il vaut mieux que. Ouais. L'époque où on ce que avait je veux dire, c'est qu'il y a quasiment 4 heures. Il y a quasiment 1 heure où il n'y a pas de. C'est que du remplissage avec des packages vidéo et des entrées, quoi. Oui, c'est sûr. Bon, ouais. Après, c'était quand même digeste. Je suis d'accord. Je me suis pas ennuyé. C'est ça. Et c'est bien pour ça que je vais donner mon flop. Alors, la victoire de Daniel Bryan. Ouais. Je pense que ça aurait mieux marché avec Cesaro. Clairement. Il fallait donner la victoire à Cesaro. Le top, je vais le donner à Sami Zayn, qui était excellent du début à la fin. C'est vrai. Même si, ça lui apporte pas grand-chose, mais j'ai aimé toutes ses interventions. Et je vais aussi donner 2,5.
pourrait presque donner moins, mais allez, le final quand même. Mm. Voilà, ça nous laisse un petit peu sur le cul. C'était bien sympa, mais il y a vraiment gros carton rouge là au niveau de la scénarisation vraiment feignante là. Et malheureusement, une route vers Mania, c'est un peu là où tu peux créer tes stars, quoi. C'est un peu. Enfin bon, c'est vrai que d'habitude, c'est plutôt le tapis rouge pour les part-timers et les grosses stars, quoi. Mais cette année, il y en a pas. Donc, autant essayer de continuer à construire et pas forcément les jeunes, parce que Cesaro, ça commence à être un vétéran aussi, quoi. Ouais. Mais essayer de nous construire des stars, quoi, les gars. Là, les mecs, ils font rien, quoi. Donc voilà, grosse fainéantise, c'est pas top, quoi. J'attends de voir pour conclure ça. Je suis d'accord avec toi sur l'analyse de soirée. Après, je trouve qu'ils ont réussi, avant le pay-per-view et même pendant, à nous faire dire, c'est ce que j'ai dit en conclusion de notre analyse de SmackDown, putain, il y a un beau plateau, quoi. C'est-à-dire, voilà, je pense qu'ils ont essayé de nous les légitimer via le catch, hein, que ce soit, comme tu l'as dit, Cesaro qui a fait une grosse perf, Kevin Owens qui a régalé dans tous les sens. Je pense que peut-être on va avoir des beaux matchs, des belles interactions parce que quand même, c'est vrai, les part-timers sont pas là et pour le moment, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. On n'a pas de Goldberg, on n'a pas de Lesnar, on n'a pas de show en Arabie Saoudite qui vont tout nous foutre en bordel dans 3 jours, hein. Remember l'an dernier. Donc, je pense qu'ils sont obligés de construire des stars et peut-être que là, on s'en rend pas compte. On se dit c'est mal fait. Et l'éternel espoir du fan de catch. Je me dis que ça peut venir assez vite là. Avec ces quelques mecs là, voilà, Owens, Zayn, Cesaro, qui s'est connu AJ Styles, Sheamus, il y a un peu de place pour faire quelque chose de bien, sachant qu'en plus, on l'a dit, WrestleMania en 2 soirs, là il va falloir faire des matchs, donc un peu d'espoir. Ouais, un peu d'espoir. Il y a tout à construire et il y a Fastlane entre-temps pour s'appuyer dessus. Non, ça peut... Ouais. Voilà, ça ouvre des pistes, c'est au moins ça, même si dans l'absolu, je reste un petit peu de déception. Oui. De toute façon, on va se retrouver pour parler de Monday Night Raw. On va tout de suite voir ce que ça donne dans l'Euro du lendemain. Donc vous pourrez retrouver notre analyse d'ici quelques temps. Pour le reste, je vous rappelle qu'on est disponible donc sur YouTube, on est sur toutes les plateformes de podcast. Il faut vous abonner si c'est pas déjà le cas, hein. Figurez-vous que c'est gratos. Oui, allez-y, oui. Vous tiltez la petite cloche, comme ça vous êtes averti dès que ça sort. Tape la cloche. Il y a au moins 2-3 émissions par semaine maintenant. Ring the bell. Ring the bell, n'hésitez pas, comme ça vous ne loupez rien, gratuitement. On est aussi sur Twitter, c'est @catchupcdc. On est sur Facebook et on est sur Instagram. Ouais, c'est moi. Voilà, le petit derrière le community manager sur Instagram, j'essaie de lancer un petit peu le compte parce qu'on ne sait pas grand chose, donc n'hésitez pas à suivre. Je partage des mèmes de catch américains, des petites images un peu rigolotes. Donc voilà, si vous avez un compte Instagram, si vous avez, n'hésitez pas et puis on va rigoler. C'est ça, lancez le mouvement. Yes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord, carrément si vous voulez parler avec nous. Ouais. Et donnez vos pronos. Je voulais faire au passage un petit coucou à. Ah oui. J'espère que j'ai bien le prononcé, qui ne m'en veuille pas. Xel Texen, qui nous avait pronostiqué un sans faute, mais il nous a mis le pronostic à 1h50 du matin. Est-ce que le show n'était pas déjà. Est-ce qu'il n'aurait pas un peu triché? Non, je pense pas. Hein. Non, c'est pas fini. Hein. Non, à 1h50 du matin, heure française. C'était le début. Voilà. Enfin, il nous dit sans faute. Il voyait Lacey Evans par disqualification, donc. Ah oui. Mais bon. Ouais, et puis le triple threat, ça compte pas. Ouais, mais il a vu Riddle. Ouais, pas trop mal. Comme le line-up est pas le bon, je pense qu'on peut dire qu'il a eu faux et que c'est plus nous qui avons fait un sans faute. Ah ouais, finalement, c'est nous qui avons fait un perfect. Bien. Ouais, t'as raison. Ouais. Voilà. Ouais, bon, ça c'est le destin qui veut. Mais bien tenté quand même, Mr. X. Et jolie analyse des feuds. Oui, je crois qu'on a plusieurs personnes qui ont participé au prono, mais malheureusement, comme on a enregistré un petit peu tôt dans le week-end, et puis surtout que c'était un peu
mal goupillée par la WWE, on va pas se mentir, cette carte. Oui. Je pense qu'à partir de WrestleMania, on va peut-être lancer un vrai concours de pronos. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, ouais, Hein? on pourrait. Imaginons ça. C'est Je sûr. crois que tu t'occupais sur les cahiers du catch et que t'en as peut-être pas trop chaud pour te remettre au fichier Excel et compagnie. Ah non, j'ai pas trop fait ça. C'était plutôt Non? nos patrons, mais oui, on faisait des et tout. Non, mais après on peut essayer de réfléchir à quelque chose. On va essayer. Dites-nous si vous avez des Ouais, idées on donne. de concours. Voilà. Mm. Un petit top départ pour WrestleMania, on prend vraiment les comptes parce que là, on le fait un petit peu à l'arrache. Voilà, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Voilà, qu'est-ce qu'on a à rajouter? Rien d'autre, j'ai plus qu'à te remercier pour ta présence, mon bon Raph. Et je n'ai plus qu'à te remercier. Présentation et ton hosting de qualité ringside. Félicitations et merci. Oh, mais c'est trop gentil. Et ben voilà, les amis, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et puis, on se retrouve à très bientôt. Ciao, bye bye. Ouais, à très bientôt. Ciao, peuple de catch. Saturé en chuchotant.